Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc commencer ce conseil municipal du 18 mai 2022 en commençant par désigner le secrétaire de séance. Est-ce que Karine veut bien être secrétaire de séance? Très bien, je vais te demander de faire l'appel. Bonsoir. Marie-Hélène Mathieu, présente. Didier Verdon a donné pouvoir à Philippe Descotte. Présent. Catherine Forêt, présente. Philippe Descotte. Présent. Isabelle Thomas. Elle vient. J'attends un petit peu. Claude Basset. Présent. Virginie Bovnard. Présent. Jacques Verdier. Présent. Philippe Six. Présent. Isabelle Pigeon. Présent. Alain Batier. Présent. Jérôme Pierrot a donné pouvoir à Claude Basset. Présent. Laurent Sauvet. Présent. Marielle Lassalle. Présent. Éric Astel a donné pouvoir à Isabelle Pigeon. Elle a le droit. Katia Poutapen. Elle m'a donné son pouvoir. Ah oui, pardon. À Justine. Bertrand Madabour. Présent. Sidney Govou a donné pouvoir à Marie-Hélène Mathieu. Sophie Languillaume. Présente. Amalia Fraley. Présente. Christine Josse. Présent. Anna Werner a donné pouvoir à Bertrand Madabour. Gilles Dumont. Présent. Isabelle Delhomme a donné pouvoir à Laure Belay. Valérie Guillon. Laure Belay. Présente. Marc Gaglione. Présent. Ludovic Ballon présent. Présent. Donc, Isabelle vient d'arriver, donc c'est bon. Tout est parfait. Merci Karine. Nous commençons par le point 1 qui concerne les comptes rendus des décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, c'est-à-dire depuis le 30 mars. La première, qui date du 31 mars, concerne la décision que nous avons eu de confier à Rousseau Habitat la gestion des biens locatifs qui sont situés 47 rue Victor Hugo, la propriété de la commune, c'est-à-dire la maison Brochier. Et puis le deuxième point, en date du 3 mai 2022, qui concerne la modification du tarif d'électricité que nous appliquons au forain du marché du mercredi, concernant l'occupation du domaine public. Cette application des tarifs qu'on a revue à la hausse, il n'avait pas bougé depuis 2007, sera effective à compter du 1er juillet 2022. Des remarques concernant cette décision? Merci. Nous passons au point 3 qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022. Et nous avons acté les modifications à apporter suite aux remarques de Syndiqué Autrement. On les portera sur le prochain compte rendu. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques concernant ce compte rendu? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Nous passons maintenant au point 4 qui concerne l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Donc vous avez tous pris connaissance de la note de synthèse et vous avez vu que Isabelle Thomas avait donc démissionné de son poste d'adjointe pour des raisons qu'elle va nous expliquer elle-même. Et nous avons essayé au cours de ces derniers mois de trouver des méthodes de travail différentes, mais malheureusement, et j'en suis bien attristée, cela n'a pas fonctionné. Alors je voulais ici en conseil municipal remercier infiniment Isabelle pour tout son travail et son implication dans sa délégation d'adjointe. Et si tu veux expliquer les raisons de ta démission, je te laisse la parole. Alors c'est un moment un peu difficile pour moi parce que c'est un choix que j'ai pu faire, voilà, j'ai choisi mais j'ai renoncé clairement. Je vais juste revenir sur, j'en ai pas pour très longtemps, mais je vais revenir un peu sur l'historique. Donc j'ai rencontré Marie-Hélène en 2019, que je connaissais évidemment, mais on a pu prendre le temps d'échanger sur la commune et surtout sur nos valeurs communes aussi.
Et de ce fait, suivant la campagne, j'ai eu l'honneur, vraiment au printemps 2020, de pouvoir soutenir cette liste qui, selon moi, présentait et présente encore un souffle nouveau, tout en préservant les acquis de Saint-Didier. Donc j'ai été élue 4e adjointe au maire, en charge des affaires sociales, l'emploi, seniors et logements sociaux. Donc une délégation qui vraiment était alignée par rapport à mon métier et aux valeurs que je soutiens, il y a un centre d'intérêt, j'allais dire. J'ai pu mettre pendant un an, un peu plus d'un an, des actions en œuvre, des actions du plan de mandat, en co-construction avec l'équipe, avec vous, avec le conseil municipal. Et c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ce conseil municipal, c'est qu'on a un échange qui pour moi est extrêmement important, malgré des divergences de point de vue. Notamment dans ce que j'ai pu mener, l'analyse des besoins sociaux, qui pour moi est la base et la légitimité des actions à mettre en œuvre pour continuer à intégrer le principe de mixité sociale, même si c'est un terme qui peut encore choquer, mais je pense qu'il y a encore des... Voilà, on est sur une équipe à qui ça tient à cœur, j'en suis certaine, ainsi que les équipes des agents qui sont aussi très investies. Le soutien et l'écoute de Marie-Hélène, elle le sait, on s'est un peu co-choisi, donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce soutien et cette écoute. L'arrivée aussi d'un nouveau DGS qui, je pense, Vincent, je ne veux pas vous gêner, mais vraiment, je pense que c'est un plus pour notre commune et pour des actions alignées entre l'exécutif et puis ceux qui travaillent. Donc voilà, toutes ces valeurs en fait étaient... j'ai préparé un petit peu parce que sinon j'allais pleurer en fait. Et toutes ces valeurs qui pour moi sont très importantes. Il y a un an, en mai 2021, en fait, mon chemin professionnel s'est un peu, densifié. Puisque, je ne vais pas vous faire mon CV, mais j'ai pris la direction de la NEPAD, au CCS de la ville de Lyon. Donc j'ai goûté à la fonction publique territoriale, j'ai adopté, alors que j'ai un parcours très privé et privé associatif. Je ne suis pas surhumaine et mon engagement, et je ne vais pas me refaire à mon âge, n'est jamais en demi-mesure. Donc, quand je me suis engagée auprès de Marie-Hélène, j'étais à temps partiel, j'étais sur des missions qui étaient moins importantes au niveau professionnel. Et je me suis aperçue que je n'étais pas à l'aise par rapport à l'engagement concret, à la fois dans la mise en œuvre de projets porteurs, qui font partie du plan de mandat, mais aussi dans des difficultés, dans des régulations. Et que je ne pouvais pas me sentir à l'aise par rapport au temps de présence nécessaire auprès des équipes, auprès des temps de travail et de construction avec mes collègues, avec vous, avec le conseil. Donc ma disponibilité étant réduite, j'ai commencé à réfléchir. La valeur de l'engagement, c'est aussi opposée à mon incapacité, à mon impuissance devant la possibilité de tout faire bien. Donc en fait, j'ai repris un peu l'étymologie du terme engagement, c'est une promesse qui doit être respectée et exécutée. Et selon moi, en tout cas selon mon cadre de référence, c'était plus possible de faire les deux. Donc j'ai dû choisir de renoncer. Professionnellement, je ne peux pas renoncer parce que c'est mon métier, c'est ce que je gagne des sous aussi. Ça fait partie aussi de la composante économique. Et puis c'était aussi mon projet. Donc aussi, j'ai proposé à Marie-Hélène de renoncer à mon mandat d'adjointe, avec tout ce que ça comporte. Je voulais souligner que je reste absolument et totalement engagée au sein de ce conseil, avec peut-être une prise, en tout cas, pas de recul, mais un peu moins de pression pour moi. Donc c'est totalement personnel. Et qui fera que je continuerai à m'investir sur des sujets qui me sont chers. Donc, l'adversité aussi un petit peu de chaque action. Il y a des permanences à mener, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles. Je pense que en fait, c'est aussi nos convictions qui, devant ces difficultés, doivent être toujours des remparts et
et me dire, bah voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi je mène cette délégation en co-construction. J'insiste, hein, c'est au moins 3 fois que je le dis, mais c'est vraiment important pour moi. Donc, je reste parmi vous, ça c'est certain, jusqu'au bout. Et je passe le relais sur ma délégation d'adjointe. Voilà. Donc, il pourra prendre la suite aisément et je reste disponible pour échanger sur ces sujets qui me sont chers sur cette délégation. Merci. Bravo. Merci beaucoup Isabelle. Donc cette émission nous amène à élire un nouvel adjoint au maire. Donc on refait ce qu'on a fait en conseil municipal d'installation, c'est-à-dire que vous avez des petits papiers devant vous avec plusieurs choses qui vont vous amener à voter, notamment celui qui est tout blanc et qui s'appelle élection adjoint Saint-Didier-Mont-d'Or. Et je vais demander quels sont les candidats qui veulent se proposer pour reprendre la délégation d'adjoint aux affaires sociales. Alors, ça ne peut être qu'une femme, parce que dans la parité, on doit la respecter, et donc c'est un appel à candidate. Marielle, je te laisse dire pourquoi tu te portes candidate. Bonsoir, je serais ravie d'être candidate et d'assumer cette délégation qui pour moi est complémentaire à celle qui m'est confiée aujourd'hui. Merci Marielle, c'est vrai que tu faisais déjà beaucoup de choses à destination des seniors et de tout ce qui était famille, activité à la maison menée, donc voilà, on avait discuté ensemble et j'étais tout à fait d'accord pour te donner cette délégation. Donc on va passer au vote si vous voulez bien. Donc notez sur votre bulletin élection adjointe Saint-Didier-Mont-d'Or le nom de Marielle Lassalle, s'il vous plaît. Si vous voulez. Merci Vincent. Je n'ai pas vu d'autres mains se lever. Donc on a une candidate qui est Marielle Lassalle, et si vous souhaitez voter pour cette personne, je vous engage à marquer Marielle Lassalle sur le petit papier. Alors on n'a pas d'urne ni d'isoloir, mais on propose de passer une corbeille pour pouvoir mettre vos bulletins dedans. Les personnes qui ont reçu procuration ont donc 2 bulletins. Ils doivent voter pour leur. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Justine, tout le monde a voté? Oui. On vous laisse dépouiller? Oui. Alors, Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Blanc. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Blanc. Marielle Lassalle. 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 Marielle Lassalle.
Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Marielle Lassalle. Et Marielle Lassalle. 27 pour Marielle. On vous écoute. 27 Marielle Lassalle et 2 blancs. Donc, Marielle Lassalle est élue adjointe aux affaires sociales et nous pouvons la féliciter. Je te félicite, Marielle. Alors, les numéros changent, c'est-à-dire que tu deviens un 7e adjoint. Voilà. Et ceux qui étaient donc juste derrière Isabelle, qui était 4e adjoint, gagnent un rang. Très bien. Merci. Je voulais d'abord remercier Isabelle pour tout le travail qu'elle a effectué, malgré la complexité pour elle de tout mener. Donc, bravo pour tout ce que tu as fait. C'est vrai que l'étude ABS montre que tu as fait un travail de fourmi. Donc voilà, j'essaye, j'aurai besoin sûrement de toi pour m'aider pour la suite à continuer sur beaucoup de choses. Voilà, merci à vous. Merci. Donc, cette démission entraîne aussi une modification au niveau du Centre communal d'action sociale. C'est pour ça que le point 5 note que nous allons de nouveau voter les administrateurs du CCAS. C'est pour ça que là, cette fois-ci, vous avez des papiers qui sont déjà édités avec liste ensemble pour Saint-Didier, liste Saint-Didier autrement, liste ouverte et solidaire, et même un blanc. Voilà. Oui, donc, attends, deux secondes, s'il te plaît, Justine, parce qu'il se passe des choses bien, sinon après... Donc, il faut qu'on puisse valider la liste des candidats. Donc, pour ensemble, pour Saint-Didier, on va retrouver donc, Marielle Lassalle, Claude Basset, Jérôme Pierrot, Justine Josse, Katia Pontal-Cogne et Didier Verdillon. Pour la liste Saint-Didier autrement, Isabelle Delorme, Laure Belay et Marc Gaglione. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Et pour la liste ouverte et solidaire, Ludovic Bernard-Fosol. Donc, on vote une liste et après, Vincent vous expliquera comment on fait l'attribution des sièges. Ensemble pour Saint-Didier. 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 Saint-Didier autrement. Saint-Didier autrement. Ensemble pour Saint-Didier. 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 Blanc. Saint-Didier autrement.
Saint-Didier autrement. Saint-Didier autrement. Ensemble pour Saint-Didier. Ensemble pour Saint-Didier. Ensemble pour Saint-Didier. Pour Ensemble pour Saint-Didier, 5 pour Saint-Didier autrement et 1 bloc. Donc les résultats sont comme la dernière fois, bien évidemment. Au quotient électoral, la liste Ensemble pour Saint-Didier obtient 4 sièges. Donc Marine Lassalle, Claude Basset, Jérôme Pirot et Justine Josse sont élus au quotient électoral. Pour la liste Saint-Didier autrement, Isabelle Delorme est élue au quotient électoral. Et au calcul du plus fort reste, c'est la liste Ensemble pour Saint-Didier qui gagne le siège restant, donc celui de Katia Pontalcon. Donc sont élus au CCAS Marielle Lassalle, Claude Basset, Jérôme Pirot, Justine Josse, Katia Pontalcon et Isabelle Delorme. Voilà. Maintenant, nous sommes carrés au niveau du CCAS. Il nous reste la formalité concerne le point 6, l'indemnité de fonction des élus. Ça n'a pas bougé, simplement il fallait repréciser les choses avec un changement d'adjoint. Donc vous avez les pourcentages des indices bruts terminal de la fonction publique qui sont précisés et également le montant en euros des indemnités brutes du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Alors, nous enchaînons sur le point 7 qui concerne l'autorisation de servitude pour l'acquisition de la propriété Trévoux. Didier Verdillon étant absent, je vais donc faire cette partie. Vous savez que le 28 avril dernier, nous avons signé la promesse de vente pour l'acquisition d'une partie de la propriété Trévoux. Et dans le cadre de cette acquisition, il y a des servitudes qui vont être constituées afin de séparer cette partie, puisqu'il y a une partie qui reste pour la commune et une partie qui est conservée par les vendeurs, en l'occurrence la SCI de la Goye. Donc en fait, j'ai besoin de votre autorisation pour signer au nom et pour le compte de la commune toutes les servitudes nécessaires afin de pouvoir séparer la partie acquise par la commune de celle restant en possession de la SCI de la Goye. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Oui. Oui, juste pour savoir les servitudes au niveau d'un plan, c'est lesquelles? C'est celles qui passent devant les gosses, des nouvelles, c'est des véhicules, piétons? Alors, les servitudes qui sont concernées, on n'a pas un plan qui matérialise, comme vous l'aviez demandé, suggéré, on n'a pas un plan qui matérialise ces servitudes, mais je vous en donne la liste.
C'est une servitude de passage à pied pour Madame Odile Martin, qui souhaite pouvoir traverser le parc pour venir au marché, par exemple. Donc on lui laisse. Madame Odile Martin, c'est une fille qui reste, c'est elle qui reste dans la maison. Donc elle souhaite pouvoir traverser son parc jusqu'au portillon qui est là sur la ligne du 19 mars pour venir dans la commune et notamment faire son marché le mercredi. Il y a une autre servitude qui consiste à maintenir l'ensemble des vues, c'est-à-dire les fenêtres, les jours dormants, les bâtiments, les toitures et les réseaux d'eau pluviale. Le maintien de l'ensemble des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et aussi la servitude d'écoulement, de recueil d'infiltration des eaux. Et les autres servitudes concernent les plantations, puisque nous nous engageons à entretenir le parc. Donc on a cette obligation avec eux de faire ça. Et on a aussi une servitude, ce qu'on appelle le tour d'échelle, pour l'entretien du mur séparatif de la clôture qui va se trouver entre nous et eux. Mais on vous donnera la liste, vous aurez le détail. Parce qu'il y a aussi une servitude réciproque de débord de toit, et on coupe un bâtiment en deux, donc il y a aussi cette servitude. Il y a une servitude d'accès à la vanne d'eau potable, au premier étage de la maison, et une servitude qui concerne les travaux de division qui seront faits par le géomètre. Assez complet, et donc les frais de constitution de ces servitudes seront payés pour chacune par le propriétaire du fonds qui en sera le bénéficiaire. Alors ça, c'est quelque chose que le notaire nous a demandé de rajouter, parce qu'en fait, quand il a fait le compromis, le notaire, il n'a pas du tout mis les servitudes. Donc on est obligé de repasser en conseil municipal les servitudes pour ce bien, pouvoir, lorsqu'on signera l'acte définitif, que ces servitudes soient dans l'acte de propriété. Et on vous les fait passer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ces servitudes? Je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et toujours concernant la propriété Trévoux, nous arrivons au point 8 qui concerne l'autorisation de dépôt d'une déclaration préalable sur la propriété communale. Vous savez que nous sommes obligés de faire un changement de destination, puisque d'un bien privé, ça va devenir une construction qui est un équipement d'intérêt collectif à des fins de service public, et on va être obligé d'édifier des dispositifs de clôture. Et donc il y aura donc une demande préalable de travaux à faire pour cette propriété. Est-ce que vous avez des questions? Je vous mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Nous passons au point 9 qui concerne la subvention 2022 que l'on va verser à l'école privée de Froment, et je passe la parole à Virginie Bognard. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, le Code de l'éducation impose aux communes de verser une subvention aux écoles privées qui sont sur leur territoire pour les enfants de la commune, résidents de la commune. Jusqu'à il y a quelques années, ça ne concerne que les enfants de l'école primaire, élémentaire, pardon. Ça concerne aussi les maternelles depuis quelques années. Et vous avez voté l'année dernière la possibilité de verser en une seule fois. Parce qu'avant, on faisait deux calculs, un calcul au nombre d'enfants en septembre 2021, en septembre de l'année, et ensuite le nombre d'enfants en janvier. Ça faisait des calculs assez compliqués, alors qu'il y avait quasiment pas de différence. Donc maintenant, d'un commun accord avec Froment et suite au vote du conseil municipal, on verse ces subventions en une seule fois, en fonction du nombre d'enfants à la rentrée scolaire de septembre. Donc nous avons fait des calculs sur le coût annuel d'un enfant à l'école publique. C'est un peu bizarre de parler comme ça, mais combien coûte un enfant à l'école publique, à la commune, à l'école publique, et nous devons verser la même chose pour les enfants de l'école privée. Pour la rentrée de septembre 2021,
Nous avons 74 enfants en maternelle et 168 à l'école élémentaire pour Froment, donc résident de Saint-Didier-Montor. Nous avons fait le calcul du coût pour les maternelles. On est à 1558,23 € par enfant. Et pour l'école élémentaire, c'est 756,37 €. La différence est principalement due au fait qu'à l'école maternelle, il y a des absents, donc qui sont au moins une par classe. Donc le montant total de la subvention pour 2022, sur le nombre d'enfants entrés à l'école en septembre 2021, est de 242 379 € au total. Elle est un petit peu plus élevée que l'année dernière, déjà parce qu'il y a un peu plus d'enfants que l'année précédente. Et puis l'année dernière, on a eu un certain nombre de semaines de fermeture d'école, donc nous les avons déduits du coût de l'enfant à l'école. Donc voilà, je vous soumets au vote et vous demande l'autorisation du versement à l'école de Froment de la subvention 2022 au titre des enfants scolarisés en classe élémentaire et maternelle pour un montant de 242 379 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Le montant a été réévalué du fait de l'obligation scolaire des enfants de 3 ans depuis quelques années. Est-ce qu'on sait la différence pour la commune de la conséquence de cette obligation sur plusieurs années supplémentaires? Là, c'est déjà la ligne des maternelles. Oui, c'est 115 Il n'y 000. avait pas la ligne des maternelles surtout. D'accord. Et c'est depuis quelques années, donc depuis que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Avant, on ne subventionnait pas pour les écoles maternelles. S'il n'y a pas d'autres questions, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic. Merci pour votre vote. Et je vais passer la parole à Philippe Six pour le point 10, qui concerne le compte administratif 2021. On commence par le budget principal. Bonsoir. Bien, donc je resitue, enfin vous avez, je pense qu'il y a eu la note de synthèse. Nous avons voté le budget, ce sont les prévisions. Cette fois-ci, nous allons voter les réalisations. Donc il s'agit des réalisations de l'année 2021. Alors, le premier tableau est celui du compte administratif du budget principal. Tout à l'heure, on aura un budget annexe avec les actes. Alors, le budget principal, comme toujours, il y a des investissements et du fonctionnement. Après, on totalise. Commençons, si vous voulez bien, par le fonctionnement. En recette de fonctionnement, vous voyez un chiffre de 2 693 269,42. Donc ça, c'est le résultat de l'année précédente qui viendra s'additionner au résultat de l'année qu'on étudie actuellement en 2021. Donc les opérations d'exercice sont montées à 7 496 551. Donc si on additionne les deux, on arrive au total de 10 189 820. Il s'agit des recettes. Maintenant, si on passe aux dépenses de fonctionnement, pendant l'exercice 2021, les dépenses se sont élevées à 6 049 877. Donc, si on veut avoir le résultat de clôture qui est la ligne en dessous, il suffit de retrancher ce dernier chiffre au chiffre des recettes de 10 millions et quelques pour aboutir à celui de 4 139 943. On revoit en dernière ligne pour le résultat à affecter. Bien, passons maintenant aux investissements. Donc, même raisonnement. D'abord, le résultat de l'année antérieure, 2 104 037. Les opérations d'exercice, 619 037, donc donne un total, troisième ligne, de 2 723 075. Pour avoir là, donc il s'agit des recettes, maintenant passons aux dépenses. Les dépenses de l'exercice se sont élevées à 3 107 850. Pour avoir le chiffre des totaux, donc 3 107 850, et avoir le résultat de la clôture, il faut donc
retranché les recettes aux dépenses, puisque les dépenses sont supérieures aux recettes, et on a un résultat de dépenses, donc c'est un résultat négatif, c'est en dépenses, de 384 775. Il existe des restes à réaliser, c'est-à-dire qu'on a engagé des dépenses, mais qui n'ont pas encore été réalisées, qui n'ont pas encore été facturées et payées. Donc en recettes, 100 000 donc, qui n'ont pas été encaissés, et en dépenses, 2 445 851. Donc si on retranche les 100 000 de 2 445, on aboutit au totaux reste à réaliser de 2 345 851. Et enfin, en résultat à affecter, nous avons un chiffre de 2 730 626 qui là est le résultat de l'addition de la ligne 4, c'est-à-dire les 384 775, plus la ligne 6, les 2 345 851. Et on aboutit à 2 730 626. Voilà. Ensuite, les totaux, là je ne vais peut-être pas détailler, mais il suffit d'additionner d'une part le fonctionnement et d'autre part les investissements pour aboutir aux chiffres que vous pouvez examiner. Alors, voilà pour l'explication. Je ferai juste quelques petits commentaires sur ce tableau. Au niveau des recettes de fonctionnement, le chiffre de 7 496 551 est en augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Nous avons eu 7% d'augmentation en recettes. Quand nous faisons le total, nous aboutissons à une augmentation de 25%. Pourquoi? C'est parce que le résultat de l'année précédente a été nettement supérieur au résultat de l'année avant. Et donc là, on aboutit à un résultat de clôture de 4 139 qui est supérieur de 54% par rapport au compte de l'année précédente. Alors, ce 54% s'explique essentiellement par l'importance des reports de 2020 sur 2021. En matière de dépenses, si on prend le chiffre de dépenses de 6 049 877, on constate qu'il est en augmentation de 12% par rapport à l'année antérieure. Donc on voit qu'on a augmenté de 7% les recettes, on a augmenté de 12% les dépenses, mais comme on a eu un résultat nettement supérieur, ça n'a pas du tout de conséquences néfastes pour l'équilibre général. En matière d'investissement, le résultat de 2020 de 2 104 037 était exceptionnel. Pourquoi? C'est parce que l'année précédente, il n'y a pas eu énormément d'investissement. Donc il y a eu un résultat reporté assez exceptionnel. En revanche, les recettes ont été de 619, donc on arrive à un total de 2 723. Le reste à réaliser de 100 000, alors je crois que ça de mémoire, il s'agit d'une subvention à toucher. Je crois que c'est une subvention de la région qui a été promise mais qui n'a pas encore été encaissée. Si je prends les opérations d'exercice en dépenses, on voit qu'on a dépensé en 2021 3 107 850. Et là, c'est le chiffre le plus exceptionnel par rapport à ce qui s'était fait l'année précédente, parce que disons qu'on a engagé énormément de dépenses d'investissement par rapport à ce qu'on avait pu engager l'année précédente. Alors ça a été essentiellement engagé, mais encore très fortement non réalisé. C'est pour ça que le reste à réaliser est de 2 445 851. Donc on a engagé énormément d'investissements à faire, mais les 2 tiers de cette somme seront en fait réalisés cette année. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce tableau. Alors, c'est pour ça que je vous demande maintenant d'approuver le compte administratif en fonction des chiffres que vous avez pu voir. Marie-Hélène. Avant que je sorte, parce que je dois sortir un vote, est-ce que vous avez des questions sur ce compte? J'ai des remarques. La commission Finances a répondu à nos questions. Un travail de préparation budgétaire encore plus poussé est souhaité afin que les crédits annulés soient moindres, notamment au niveau des charges de fonctionnement, charges à caractère général.
On note que la contrainte d'équilibre budgétaire entraîne le gonflement de certains postes de manière mécanique et non face à un besoin réel. Les imputations sont incorrectes, mais le service finance en a bien conscience et travaille également sur ce point. Nous votons donc pour. Très bien. Je vais laisser... Ah pardon, excusez-moi. Ah, oui, parliez de l'augmentation de 7% sur les recettes investissement, c'est ça, et de 12% sur les dépenses. Globalement, hein, ça rentre en détail, c'est quoi qui justifie ces différences? Alors au niveau des recettes, le produit des taxes, notamment l'éducation pour les ventes, les remunérations. Et pour les dépenses, vous avez eu une augmentation des frais de personnel, donc le chapitre 12 de mémoire d'environ 10%. Et puis quelques augmentations sur les frais généraux, enfin pas les frais généraux, mais les autres frais. Ok, merci. Claude, tu peux bien prendre la présidence. Je vais aller dans le local Bien, donc il est proposé au Conseil, il est proposé que le Conseil municipal approuve le compte administratif du budget principal de la commune pour l'exercice 2021, comme il vous a été présenté par Philippe Six. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Non, c'est pas unanime. C'est pas étoile. Voilà. Merci, donc je vais toujours laisser la parole à Philippe. Tu peux enchaîner sur le compte administratif 2021 et le budget annexe de la halle. Bien, maintenant passons à la halle, ce budget annexe. Donc même principe, fonctionnement, investissement. Donc si je démarre avec le fonctionnement, vous avez un résultat de l'année antérieure, donc 13 799. Les opérations d'exercice 63, donc ce qui aboutit en troisième colonne, un total de 76 961. Face à ces recettes, vous avez quelques dépenses de 1398,55. Donc si on les retranche aux recettes, on aboutit en résultat de clôture à 75 563. Au niveau investissement, donc des recettes de 1 327 153, des dépenses donc déjà le reliquat de l'année 2020, donc 1 068 375. On ajoute les dépenses de l'exercice 385 765 pour arriver à un total de 1 454 140. Pour obtenir le résultat de la clôture, il faut donc rapprocher le chiffre des recettes du chiffre des dépenses, et donc on arrive à un résultat qui est négatif, donc il s'agit de dépenses de 126 986. Les restes à réaliser, donc en recettes 70 000 euros et en dépenses 1380. Donc si on veut avoir des totaux, là aussi il faut rapprocher les deux chiffres et on aboutit cette fois-ci positivement, il s'agit de recettes à 68 630. Donc voilà pour l'explication. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire, si ce n'est vous rappeler que le gros chiffre de recettes de 1 327, il s'agit d'une subvention que la commune a acceptée à l'investissement l'année dernière, donc pour permettre
il reste un reliquat de 68 620. Je n'ai pas d'autres explications à vous fournir là-dessus, je pense que c'est quand même assez clair. Il y en a peut-être des questions? Non? Nous constatons que le bâtiment Halle n'est toujours pas amorti. Des problèmes avec le gestionnaire de la Halle ont de nouveau été évoqués. Nous souhaitons un changement de méthode ou de gestionnaire pour un meilleur suivi des dépenses. Des rectifications de comptes doivent également être opérées. Nous votons contre ce budget. Ce compte administratif de la Halle. D'autres remarques ou questions? Non? Claude, est-ce que tu veux bien prendre la présidence, s'il te plaît? Donc, il est proposé au conseil municipal qu'il approuve le compte administratif du budget annexe Halle de la commune pour l'exercice 2021, comme il vous l'a été décrit par Philippe. Alors, qui est contre? Donc, ça fait 2, 4, 5. Okay. Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Très bien. Nous pouvons passer au point 12, qui est le compte de gestion 2021 sur le budget principal. Et Philippe, tu gardes la parole. Bien, alors, je vous rappelle que les comptes de gestion sont ceux qui sont établis par la direction du Trésor. Et donc, ils reprennent effectivement l'ensemble des comptes que vous avez vus en compte administratif, plus d'autres comptes que nous ne considérons pas ici. Il s'agit de comptes de patrimoine qui ressemblent à des comptes bilanciels. Alors, évidemment, ces comptes de gestion établis par la direction du Trésor ne sont pas contestables, donc on vous demande simplement de les constater. Je peux simplement remarquer qu'ils sont identiques aux comptes administratifs, tant mieux pour nous, et je peux féliciter les agents de la commune qui ont procédé à la réalisation des comptes administratifs, puisqu'il n'y a aucune divergence avec les comptes de gestion établis par les trésors publics. Bien, remarques ou questions sur ce point? Je propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'équipe des syndicats autrement. Merci pour votre vote. Pardon. Et nous passons au point 13 qui est le compte de gestion 2021 concernant le budget annexe de l'Halle. Alors, même chose pour la Halle, donc le Trésor a établi les comptes de gestion où nous pouvons constater la même concordance, si vous voulez, des chiffres par rapport aux comptes administratifs. Je ne les reprends pas, à moins que vous ayez des questions particulières sur certaines questions, sur certains points. Des remarques, des suggestions, des questions? Non. Donc, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Nous pouvons enchaîner sur le point 14 qui concerne l'affectation budgétaire du résultat 2021 sur le budget principal. Je te laisse continuer. Donc, la suite de l'étude du compte administratif, maintenant, il s'agit de voir où allons-nous placer les résultats de ces comptes administratifs. Donc, considérant le compte administratif, voir le résultat de clôture, comment nous allons le répartir. Bien. Donc, là, il suffit de reprendre, si vous voulez faire la concordance entre les tableaux que vous avez vus tout à l'heure et celui-ci.
le résultat global, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 4 139 943. Il faut déduire le solde d'exécution de la section d'investissement. Donc c'est ce qui reste à financer en investissement, 384 760. Il faut également retrancher le solde des restes à réaliser. Ce pourquoi on s'est engagé, mais pour l'instant on n'a pas encore réalisé, donc on aura à régler les factures qui vont arriver. 2 345. Et tout ceci aboutit à un besoin de financement de la section d'investissement de 2 730 626. Donc ce 2 730, c'est la ligne 2 plus la ligne 3, qui nous donne la ligne 4. Alors, en affectation à l'investissement, nous proposons donc ce chiffre de 2 730 626. Et en report, en section de fonctionnement de 2022, nous aurons un excédent de 1 409 316. Et en report, en section d'investissement, nous aurons un déficit qui restera à financer de 384 775. C'est ce que je vous demande d'approuver. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce point? Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Dumont et Lucas Frisol, merci pour votre vote. Et nous passons au point 15, qui est l'affectation budgétaire du résultat 2021 pour la halle cette fois-ci. Bien, donc l'affectation des résultats pour la halle. Alors même mode de présentation, donc vous avez déjà le résultat global de la section de fonctionnement qui est de 75 563. Le solde d'exécution de la section d'investissement, donc ce qui reste encore à financer, de 126 986. Le solde des restes à réaliser, donc ce qu'on n'a pas encore réalisé et qui sera fait cette année en section d'investissement, de 68 620, ce qui aboutit à un besoin de financement pour la section d'investissement de 58 366. Donc ça, c'est, si vous voulez, la colonne 2 moins la colonne 3 qui donne le chiffre de la colonne 4. Alors nous vous proposons d'affecter à l'investissement 2022 ce chiffre donc, de besoin de financement de cette section, donc d'un même montant, 58 366. Nous aurons en report, en section de fonctionnement, en excédent, la somme de 17 196, et nous aurons en report, en section d'investissement, donc pour financer, donc c'est pour ça que c'est le déficit, de 126 986. Avec des remarques, des questions sur ce poste? Monsieur Dumont? Oui, c'est d'abord une question. On en est où sur l'investissement, justement? Qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette halle? On avait, il me semble, il y avait un projet de climatisation, etc. Ça en est où tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Les climatisations? Oui. Oui, non? Il me semble, non? Et ça en est où? Qu'est-ce qui se passe? Cet investissement correspond à ça? Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, sur la halle, il y a eu deux travaux qui ont été conduits. Alors, c'est pas la climatisation, c'est la réfrigération. Non, c'est une vraie ça je parlais de l'évoquer. Non, on a descendu les blocs à l'étage en dessous. Et plus récemment, on a ouvert ce qu'on appelle un cover, c'est-à-dire pour protéger des rayons du soleil, à la fois à l'arrière et le devant. Voilà, donc nous sommes modiques puisqu'on parle de moins de 5 heures. Donc, et l'objectif était, pourquoi on a descendu les blocs? Tout simplement parce que les blocs, quand ils étaient à l'étage, enfin, en surface dans la halle, ils produisent de la chaleur. Le fait de produire du froid, ça produisait de la chaleur aussi en même temps. Et donc, du coup, on a descendu les blocs à l'étage. Évidemment, c'était en concertation avec les commerçants pour apprécier cette première démarche. Ils nous ont sollicité pour aller un peu plus loin, pour en priorité faire le pare-soleil. Et c'est ce qui a été conduit il y a à peu près un mois et demi, voilà, avec une autobus de Ligné.
Et l'objectif, c'est à la fois de mettre en valeur les commerçants, parce que vous allez voir, comme pour la brasserie, la des pictogrammes pour mettre en valeur l'offre idéale, et en parallèle, gagner de l'ordre de degrés. Alors, en ce moment, aujourd'hui, cette semaine, il fait particulièrement chaud, donc ça pose quelques soucis quand même, parce que quand il y a une température excessive au-delà de 30 degrés, c'est pas magique. Voilà. Mais par contre, l'ensemble des commerçants nous ont exprimé leur satisfaction la semaine dernière sur les projets qui ont été conduits. Je parle sous le contrôle de Marie-Hélène et de Verdillon qui étaient avec moi, où ils sont eux-mêmes manifestés leur compte. Voilà. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Alors, Madame Delorme, Madame Delay, toute l'équipe de dit autrement. Qui s'abstient? Vous ne devez pas mettre seul. Merci pour votre vote. Nous passons au point 16, qui concerne la constitution de provisions pour les créances irrécouvrables sur 2022. Et Philippe, tu as toujours la parole. Donc il s'agit d'une mesure de précaution comptable et administrative concernant les dépenses irrécouvrables. Donc, il s'agit de constituer des provisions comptables pour provisionner des créances douteuses. Donc la règle, c'est de prendre 15% des créances supérieures à 2 ans qui n'ont pas encore été recouvrées. Donc en ce qui nous concerne, il s'agit d'une somme de 778 €, qui correspond bien aux 15% de la moyenne des sommes qui restent à recouvrer sur les 7 exercices précédents. Donc c'est ce que nous vous demandons de bien vouloir approuver. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, juste pour savoir, a priori, ça porte sur quelle créance, parce que c'est pas énorme là. Donc ça fait, je sais pas, c'est quelque chose, si j'imagine, faire autour de 5 000 €. Non. Alors l'ensemble des créances, le total général de toutes les créances que nous pouvons considérer de 2013 à aujourd'hui se monte à 5 183,59 €. C'est pas énorme. Alors ça correspond à des petites sommes de débiteurs qui n'ont pas remboursé, qui n'ont pas payé leur dû. Par exemple, restauration scolaire, on sait peut-être ce qu'il y a le plus fort montant. Donc c'est un ensemble de différentes sommes, c'est pas un débiteur. Non. La plus grosse somme, ça tient à la ligne restauration scolaire. Merci. Ça répond à la question? Oui. Donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Eh bien, Philippe, tu gardes la main sur le point 17, sur le budget supplémentaire 2022. Oui, donc là Budget maintenant, principal. il s'agit de voir comment nous allons affecter les sommes que l'on a mis de côté pour cette année. Donc d'abord au niveau du budget principal, là on va reprendre les sommes qu'on a vues tout à l'heure. Donc si vous voyez... oui, d'accord. Donc au niveau fonctionnement tout d'abord, dénomination. Donc le plus gros chiffre, c'est l'excédent de fonctionnement reporté, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau du compte administratif. Donc 1 409 316. Il y a d'autres recettes qui viennent s'additionner, donc au titre de surprise. D'autres redevables pour un montant de 6 020 €. Des impôts directs locaux, donc 41 000 €. Une dotation de solidarité communautaire de 70 595. Et on reprend
comptablement les 778 € dont on parlait tout à l'heure, pour aboutir à un total de recettes à 1 527 709. Donc, maintenant, voir comment on va les ventiler au niveau des dépenses, puisqu'il y a obligation d'avoir un compte équilibré en recettes et en dépenses. Donc, il s'agit d'augmenter certaines dépenses pour pouvoir épuiser cette somme de recettes. Alors là, vous avez dans la colonne un certain nombre de chiffres. Je ne vais peut-être pas reprendre le détail. Par exemple, la troisième ligne, bâtiment public, on rajoute 30 000 € parce qu'on s'est aperçu que le budget voté était un peu court, donc on aura probablement besoin de ces 30 000 € pour boucler l'année. Un peu en maintenance. Les autres contributions obligatoires, 248 000 €, là, j'aurais besoin de concours pour me dire de quoi il s'agit, parce que je m'en souviens plus. Donc il s'agit en fait de la subvention pour Fomante. En fait, à la base, au TP, les crédits avaient été inscrits en subvention aux associations, sauf que la Cour des comptes avait rappelé que c'était une contribution obligatoire et qu'elle devait passer sur le compte 65-58. Donc on enlève le montant qui était prévu au BP de 195 000. On a vu tout à l'heure avec Mme Colina que la subvention était plus élevée. Et donc on remet les résultats sur la bonne ligne et on rajoute le petit supplément donc, de 50 000. Donc le reliquat le plus important, c'est la dernière ligne, virement à la section d'investissement. Donc, un montant de 1 326 754. Donc ça, c'est cette somme qu'on va faire passer du fonctionnement à l'investissement pour contribuer à financer l'investissement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. On peut passer à l'investissement maintenant. Donc, investissement au niveau des recettes, proposition nouvelle, donc affectation de 150 000 € sur le parking des Sœurs. Et là, vous avez virement de la section de fonctionnement, 1 326 754. Donc, les excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 2 730 pour arriver à un total des recettes de 2 953. Au niveau des dépenses, donc, le report au niveau à la marchande, c'était les 17 442 dont on a parlé tout à l'heure. Aménagement parking, 200 000 €. Donc on vous propose de remettre 200 000 € pour concrétiser les dépenses complémentaires du parking. Restaurant scolaire, là, on retire une somme qu'on avait prévue mais qui ne servira pas cette année, de 80 000. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit moyen de équipement immatériel, on rajoute 27 991. Périscolaire 9. Maison Brochier, on retire 20 000 de budget qui n'auront pas été utilisés et qui ne le seront pas. Donc on le met en négatif. Et la somme la plus importante, c'est le skatepark. Là, on retire ce qui était encore au budget à hauteur de 132 000, puisque pour l'instant, ce projet est en attente. Et donc, on ne compte pas le réaliser cette année. Et enfin, propriété de Trévoux, donc, rajouter 30 000 € de dépenses pour pouvoir finaliser tous les frais d'accès dont on a parlé tout à l'heure. Total report, donc on a le même chiffre de 2 953 118. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, encore moi. Oui, mais là on constate qu'il y a encore 200 000 € qui sont rajoutés sur le parking des Sœurs. C'est un peu bizarre, enfin, je trouve que ça prend des proportions gigantesques. C'était déjà pas simple au départ, on nous avait dit que ce serait très limité, et là ça part d'une façon un peu exponentielle. Alors moi je veux bien, est-ce que c'est simplement photovoltaïque? C'est quoi tout ça? Comment se fait-il que ce soit sans arrêt, et je dirais comme Coluche, jusqu'où s'arrête-t-il?
C'est une question. C'est une question. Je pense que le point sera peut-être plus spécifiquement abordé tout à l'heure, ou alors... on va en parler maintenant. Alors, c'est essentiellement des surcoûts liés aux travaux. Pour 200 000 €, ça me paraît beaucoup. Il y a à la fois des surcoûts et puis des travaux supplémentaires. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ben, on ne peut pas en parler maintenant? Il y a un point particulier là-dessus. Oui, c'est un point qu'on doit voter, donc c'est pour ça que... Ok, d'accord. Non, je comprends. Non, mais j'entends. Si on peut préciser les éléments sur le parking des Sœurs, il y a à la fois des surcoûts liés au contexte économique du moment qui sera expliqué dans le point ultérieur, si vous avez bien lu l'ordre du jour, et est certainement le cas, a priori. Et dans notre cas, on a des travaux complémentaires qui ont été commandés à travers des demandes de la maîtrise d'œuvre qui ont été validées par la maîtrise d'ouvrage pour payer le sanglier. Et des amendements qui passeront plus tard. On est bien dans une budgétisation, mais qui ne sont pas créés à ce jour. Oui, quels travaux supplémentaires ont été réclamés? Voilà. Alors, la notion de réclamation n'est pas associée à des travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont demandés par la maîtrise d'œuvre à travers des demandes complémentaires. Les réclamations sont liées au contexte économique, et ça fait partie du point qui va être abordé au numéro 19 de l'ordre du jour. Oui, mais on a vu ça dans le document qu'on a reçu, mais on n'est pas pour 200 000 €. Donc, il y a quand même quelque chose là qui ne me paraît pas clair. Donc moi j'entends ce que vous dites, je ne veux pas vous jeter des pieds à quoi que ce soit, je dis simplement, je ne comprends pas. En l'occurrence, le parking était fier, donc peut-être que c'est ça que j'ai jeté. Je vais revenir sur le sujet plus particulièrement, sans rentrer dans le point 19 tout de suite, on y reviendra. Un certain nombre d'entreprises ont fait des réclamations qui sont dans le cadre de leur marché de travaux, suivant le code des marchés publics. On est dans une situation où les marchés ne sont pas réalisables. Pour certains actualisables, mais pas pour tous. Et certains lots, en particulier les lots de gros œuvres et tous les lots qui sont liés à un impact lié à la fourniture de matériaux métalliques. Donc ceux qui sont liés à la partie charpente métallique et tous les techniques sont susceptibles de nous faire des réclamations. Donc on a déjà eu 2 dossiers de réclamation recevables pour lesquels on a reçu des entreprises et qui font l'objet de réclamation. Toute la difficulté du moment, c'est que nous ne savons pas évaluer la réclamation, puisque entre guillemets, la règle de calcul de cette réclamation doit s'établir sur la présentation de factures. En tout cas, ce qu'on a proposé aux entreprises, c'est de faire une réclamation. Ce qu'on peut entendre, on en parlera sur le point 19, on suit les recommandations du gouvernement et de la circulaire du Premier ministre sur le sujet. On fait l'objet de réclamations sur des sommes qui sont aujourd'hui difficilement mesurables, puisqu'en fait les prix des matières premières sont méconnus quand la matière est livrée, pas quand la matière est commandée, mais quand la matière est livrée. Donc on est à 1 mois, voire 2 mois à l'avance, voire 3 ou 4 mois à l'avance. Donc le maçon qui n'a pas encore terminé ses travaux ne sait pas encore quand et combien il va payer les aciers qu'il met dans son béton pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est pire pour la personne qui a monté la charpente métallique qui est sur le toit du parking avec la traille métallique et la charpente métallique qui est associée. Par contre, ils savent qu'ils sont obligés de faire des commandes qu'on appelle des commandes ouvertes sans savoir quel est le prix, mais on est dans un contexte économique où l'augmentation de ces prix est supérieure à des taux qui sont, on va dire, admissibles. Quand des taux admissibles, c'est 5 à 10%. Alors, on est sur des augmentations de 40 à 50% des prix des matières premières. Donc, dans ce contexte, le gouvernement et le Premier ministre et la circulaire nous incitent, à assister les entreprises dans un premier impact qui est l'impact dit de trésorerie, qui fait l'objet d'ailleurs du point 19, et on va les accompagner avec une avance sur un protocole, mais sur une somme qui n'est pas complètement actée finalement, et on comptera, comme on dit, on comptera le jour à la fin du chantier pour savoir quel est le vrai surcoût quand on aura les factures définitives, parce qu'en fait on ne sait pas le mesurer à l'instant. Donc il y a un premier accompagnement qui est un accompagnement dit de trésorerie et d'avance, et ensuite on fera le calcul définitif à 3 mois ou à 4 mois.
Tout cela dans un contexte où on est sur un marché qui est non révisable et parfois prévisable. Donc 200 000 euros, c'est une marge, c'est une estimation qui a été évaluée sur tous les travaux, sur un certain nombre de lots, puisque globalement, on peut dire qu'il y a une moyenne du moment se situe entre 10 et 20% de surcoût par rapport à un certain lot. On a pris une partie d'accompagner les entreprises qui faisaient le chantier. Le but, c'est de pas tuer les entreprises qui font cette opération, parce que là, ils peuvent être en situation relativement délicate. Donc, si vous calculez 10 à 20% du montant du chantier, je pense que vous calculez mieux que moi, sur 1,7 million, 10%, c'était 170 000. On a utilisé 200 000 euros. À l'intérieur, il y a quelques travaux complémentaires, mais qui restent très mineurs de demande à des entreprises. Voilà, et on a en effet un potentiel de réclamation, et c'est pour ça qu'on a essayé le budget complémentaire sur la. Donc oui, c'est de la marge simplement pour les difficultés à venir. C'est pas de la marge, c'est une anticipation. Une anticipation d'un surcoût. Pour le coup, la marge, ce qui a été négocié, c'était par exemple il y a une négociation qui s'est faite avec un des intervenants qui avait une valeur de 15 000 euros. Donc entre 15 000 et 200 000, il y a un gap. Donc je me dis, ok, mais là c'est une sécurité extraordinaire. Sauf que ce protocole peut-être amènera un surcoût de 20 000, 30 000, 50 000. Je n'en sais rien aujourd'hui, je ne sais pas bien quel sera le prix de l'acier demain matin. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est de dire qu'il y avait des coûts à l'origine qui peuvent être envisagés et qu'aujourd'hui, de toute façon, ça prend une proportion mal. Un sujet sur lequel, évidemment, on n'est pas d'accord. Mais quand même. À quel moment on maîtrise les choses, à quel moment on maîtrise les coûts, est-ce que le prochain comité municipal, il n'y aura pas une nouvelle décision modificative qui va rajouter encore 200 300 000 euros sous contexte que le prix de la pierre... Nous sommes donneurs d'ordre du marché public, donc on s'adapte au contexte économique. Tout comme demain vous allez acheter votre panier au supermarché, vous allez payer 10% de plus, peut-être que vous payerez 20% demain. C'est pas la réalité de ne pas acheter les mêmes choses, vous savez. Oui, mais là, nous, on a un marché. Donc, à un moment donné, on est obligé d'acheter la même chose. On va pas enlever un niveau sur le parking. Voilà. Ça, c'est des choses. On va s'arrêter là, mais merci de la réponse. Je vous en prie. Je vais juste faire un complément. Moi, j'ai cru comprendre durant la commission finance qu'il y avait plutôt des dépenses en plus et non pas des problèmes de coûts liés à de la voirie, à des bornes et à de la protection. Donc, est-ce que j'ai mal compris ce qu'on a dit en finance ou voilà, pour savoir ce qu'il en est. Effectivement, comme on l'a précisé en commission finance, on a abordé le détail de toute cette prévision sur ce chantier. Tous les coûts ont été repris et l'estimation, enfin en tout cas la budgétisation qui avait été faite de ce marché était partielle. Donc on a remis d'aplomb le budget 2022 sur l'ensemble des coûts. Que le budget jusqu'alors n'avait inscrit essentiellement que les coûts directs des marchés de travaux et n'avait pas pris en compte effectivement ce qui a été souligné en commission finance, tous les aspects extérieurs sur la voirie, sur l'électrification, sur ce genre de choses. Donc c'est ces coûts qui ont été remis au prévisionnel. Et bien sûr une enveloppe d'imprévision comme il a été à l'instant. Alors, les bornes, alors, en particulier les bornes électriques, on n'avait pas désigné quels seraient les prestataires, nous n'avons toujours pas désigné quels seraient les prestataires, nous n'avons pas désigné de savoir combien nous mettions de bornes électriques potentiellement dans ce parking. Donc ça, c'est un budget complémentaire qui a été intégré dans les décisions. En fait, ce qu'on reproche, il y a un projet qui est déjà à la base très coûteux, et en fait, au fur et à mesure, on fait des ajouts de budget sur ce budget déjà à la base coûteux, et on se demande jusqu'où on ira. Donc on n'est pas très serein par rapport à ça. L'augmentation des coûts, la sérénité, je ne sais pas qui pouvait la prévoir. Vous pouvez toujours nous reporter d'augmenter les travaux. À un moment donné, malgré tout, c'est la réalité économique qui est dans nous sur le panel. Et je pense que tout le monde subit le même problème, que ce soit le carburant ou votre huile de tournesol si vous allez acheter au supermarché. Donc aujourd'hui, le monde du bâtiment est contraint aussi à travers cette nouvelle augmentation des matériaux qui est très violente, bien plus que l'alimentaire. Donc c'est ce qui est aujourd'hui retranscrit à travers cette augmentation.
en partie, et ça dépend en majorité de l'augmentation du budget sur le parking. On est d'accord, il n'y a pas de question sur ce sujet-là. On ne peut pas l'épuiser, on ne peut pas imaginer ce qui se passe. Mais sous prétexte et sous couvert de cette augmentation de prix des matériaux, il ne faut pas faire passer tout et n'importe quoi non plus dedans. Quand on voit On ne passe pas tout et n'importe quoi, c'est pas un prétexte. Quand on voit que effectivement la vidéoprotection et l'implantation des bornes, les reprises de voirie, ce sont des postes qui auraient dû être prévus par la ministre dès le départ. Donc il y a deux choses différentes. Alors, effectivement, on ne renie pas le problème d'augmentation des coûts des matériaux, et c'est ces points-là qui nous paraissent délicats. Très bien. D'autres choses? Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non? Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques et questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Donc, l'équipe de Saint-Didier autrement, Ludovic Ballon-Pouzol. Donc, les autres qui s'abstiennent. Merci pour votre vote. Philippe, pour le point 18, budget supplémentaire 2022 pour la halle. Bien, donc l'affectation de reliquat de l'année dernière, ceux de cette année, pour le budget de la halle. Alors en fonctionnement, c'est assez simple. Recette 17 137 715 qu'on retrouve. Donc en recette, les 17 196 qu'on retrouve en dépenses pour équilibrer le budget de fonctionnement. C'était l'excédent de fonctionnement reporté dont on a parlé tout à l'heure. En investissement maintenant, on retrouve les 17 000 en virement de la section de fonctionnement pour qu'ils puissent être affectés en recettes d'investissement et un excédent de fonctionnement capitalisé de 58 366 avec un report d'une subvention qu'on attend de la région de 70 000. Pour un total de 145 563. Et en dépenses, on a un déficit d'investissement qui est reporté, donc 226 986, et les constructions donc de 17 187, on retrouve le même chiffre, mais avec un report de 1380, pour aboutir à un total également de 145 560. L'excédent de fonctionnement emporté, c'est une subvention de la mairie? Oui, c'est le reliquat de la subvention de la mairie. D'accord. Donc, c'est un petit peu embêtant quand même, parce que ça veut dire que, globalement, encore une fois, le modèle économique ne fonctionne pas. Oui, oui. D'accord. C'est assumé, c'est très bien. Ok. Je prends note. Ça, on avait déjà dit ça. Hein. Oui, c'est pas nouveau. Oui, mais ce qui va s'en dire va encore mieux en disant. Voilà. C'est ce qui tient lieu d'amortissement. D'autres choses? Nous passons au vote. Qui est contre? Saint-Didier autrement, Ludovic Ballon-Pouzol. Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Je vais repasser la parole à Bertrand Madamour en l'absence de Didier Verdillon concernant le point 19, qui est donc la convention financière pour indemnité d'imprévision sur le marché public du parking Saint-Charles. Le tournement sur la sollicitation par une entreprise de niveau gros œuvre sur le marché du parking des Sœurs. Je ne vais pas revoyer le contexte économique, je pense que tout le monde a compris dans la précédente intervention. Les lots qui sont particulièrement impactés sont les lots qui interviennent avec des métaux, que ce soit acier, aluminium ou cuivre. En l'occurrence, sur le parking des Sœurs, on a deux lots qui nous ont sollicités qui sont dans un premier temps le gros œuvre, dans un deuxième temps la partie charpente métallique. Les lots techniques pourraient également être interpellés sur le sujet aussi, puisque
du coup à base de matériaux avec des métaux qualitatifs, surtout aluminium et cuivre. Donc nous avons eu des discussions avec l'entreprise Truffy concernant le cadre pour le cadre du marché de construction. Et le montant de ce marché était de 800, même 1000 euros 566. Nous avons eu par différents échanges une demande d'indemnisation du surcoût des aciers à hauteur de 30 000 euros. On remarquerait que c'est une somme qui est relativement faible par rapport à son montant de marché, puisque nous sommes sur le restant à exécuter. L'impact sur les matériaux, le marché a été passé en juillet 2021, l'impact sur les matériaux a été fort sur la deuxième semestre 2021, mais c'est beaucoup envolé à partir du début d'année, à partir du mois de mars 2022. Et donc on est surtout sur une situation de tension entre mars 2022 et aujourd'hui juin, et sur une prévision difficilement mesurable, mais sur une prévision jusqu'à la fin de l'exécution de son marché. Donc on a contesté les sommes qui nous ont été présentées, on a eu différents échanges, et après l'accord des parties, on a convenu d'une convention, en tout cas d'un projet de convention financière pour indemniser l'imprévision, sachant que je vous rappelle que l'imprévision au titre du code civil se doit d'être à la fois imprévisible et surtout irrésistible pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas lutter contre cette situation. Concernant ce lot-là, nous étions aussi dans une situation où le marché n'était pas actualisable ni révisable, donc sur des prix fermes depuis le départ de son exécution. Donc, après discussion et suivant les orientations qui ont été proposées par le ministère dans ce cas d'urgence, on a accepté un principe qui est répondre simplement de ne pas prendre 100% en charge de l'indemnité, mais d'en prendre 90% sur la base de factures réelles et avérées. Donc, a posteriori, la facturation se fait au plus tard un mois après la réalisation de la livraison, et sur la base des quantités restant exécutées, donc les bons livraisons réellement exécutées sur la fourniture, et tout cela hors de frais généraux de structure et de marge d'entreprise, donc on est sur les coûts directs d'achat en matière, donc qui est l'indemnité la plus faible qui soit, hors impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc sur cette base-là, le montant estimatif étant retenu à 16 985 euros, le taux de prise en charge à la base de 90%, le montant estimatif de la prise en charge par la collectivité étant estimé à date à 15 287,34 euros. On demande aujourd'hui à travers ce vote l'autorisation aussi de verser un premier montant et puis d'avance, donc de 70%, pour gérer aussi les frais de trésorerie sur l'acquisition de ces matériaux, pour ne pas arrêter le chantier et avoir d'autres incidences financières sur cette opération, à hauteur de 10 720,74 euros, qui correspond à 70% d'un montant estimatif de prise en charge à hauteur de 15 287. Le solde de l'indemnité sera versé en fin d'exécution du marché, après réévaluation du surcoût réel et sur présentation des factures du fonds. Il est proposé que 1. Le conseil municipal accepte les termes de la convention financière pour l'indemnité avec l'entreprise Truffy, titulaire du marché de construction, autorise le montant et les modalités de versement de l'indemnité de prévision, une délégation à Madame le maire pour signer, son représentant pour signer tous les documents relatifs à la présente convention financière, sachant que nous sommes dans un protocole, dans le cadre d'un protocole transactionnel qui n'est pas un addendum à ce marché, mais bien un protocole particulier en dehors de son marché. Des questions? Ouais, j'ai une question. Si finalement le surcoût est supérieur à peu près 17 000 euros qui ont été transigés, est-ce que l'entreprise a les moyens ou la possibilité, ou est-ce que la commune acceptera d'avoir une nouvelle transaction, ou est-ce que cette transaction clôture complètement la question? Parce qu'en fait, au départ, il y a une demande de 32 000 euros, il y a un accord sur un peu moins de 17 000, et si d'aventure on était à 25 000 par exemple de surcoût, l'entreprise pourrait-elle faire une demande complémentaire au-delà des 15
15 287 € qui sont décidés aujourd'hui. En fait, toute la difficulté, c'est que pour faire l'estimation, c'est un peu la boule de cristal. Exactement. À travers la lecture du protocole, de la demande d'indemnité qui a été faite par l'entreprise, on est face à des quantités et des prix unitaires, surtout des quantités entre guillemets qui paraissent importantes par rapport à ce qui reste à exécuter. Donc plus que par rapport aux prix unitaires, on a éventuellement en effet un potentiel, si jamais ça augmente encore de 20 ou 30%, et ça pourrait encore un petit peu augmenter. Mais ce qui est important, c'est le reste à exécuter en termes de reste à livrer en termes de fourniture sur le chantier. Aujourd'hui, on a plutôt descendu cette demande d'indemnité de 32 000 à la somme qui était de 17 000 ou 16 985 par rapport aux quantités qui restaient à exécuter. Tout ça se joue en fait sur le mois de mars et d'avril en fait globalement par rapport surtout sur le mois de mars et d'avril. On devrait tout couvrir. On devrait couvrir. Autant on n'a pas la boule de cristal et l'entreprise ne l'a pas non plus sur ce qui reste. Tout l'enjeu en fait, ça c'est particulier parce qu'on est dans une situation où tout l'enjeu c'est de ne pas bloquer. Parce que si on bloque, on se tire une balle dans le pied, on reporte le problème et sur le ça ne va pas descendre dans un mois, dans 2 mois. On pourrait parier sur une baisse et ça serait mauvais. Très bien, je vous propose de mettre cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Le point suivant, le point 20, concerne les modalités de mise à disposition gracieuse de salles en période électorale. Donc, comme vous le savez, nous sommes de nouveau en période électorale puisque les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin et que nous avons quelquefois des demandes de salles pour faire des réunions publiques qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas. Et souvent, ces demandes sont des demandes gracieuses. Et donc, nous proposons de mettre la grande salle du CLB ou la salle de conférence de la Maison Meunier à disposition pour les candidats qui souhaiteraient faire une réunion publique à Saint-Didier. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je vous propose de le mettre. Oui, Ludovic. C'est pour les élections municipales ou c'est plus large? Alors, là, c'est de manière beaucoup plus large. On le met une fois pour toutes au vote pour la période électorale, quelle que soit l'élection. Je parlais des législatives parce qu'on est en période des législatives en ce moment, mais c'est de manière large. Donc, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et pour le point 21 qui concerne la convention de financement de l'aménagement du rond-point de l'Indiennerie, je passe la parole à Philippe Descottes. Bonsoir à tous. Le service des espaces verts de la commune a engagé un certain nombre d'aménagements paysagers qui concernent notamment le giratoire de l'Indiennerie. Ce giratoire de l'Indiennerie est partagé entre la commune de Saint-Didier et la commune de Saint-Cyr. Il a donc été envisagé avec celle-ci qu'elle participe aux frais d'aménagement pour un montant global de 1928 francs 63 en taxes. Sa participation étant donc de 946,32 €. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à appeler la participation financière de la commune de Saint-Cyr pour ce montant. Il semblerait effectivement que cet aménagement de rond-point a déjà été réalisé. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi c'est la commune de Saint-Didier qui a pris en charge intégralement l'installation. Pourquoi ça a été choisi comme ça et elle prendra aussi intégralement en charge l'entretien de son parc. Parce qu'on a été à l'initiative de cette installation. Et ayant été à l'initiative de cette installation, on n'a pas voulu imposer à Saint-Cyr de participer également aux travaux d'entretien de cet espace pour des montants qui sont quand même relativement limités.
déjà en place. Et donc pourquoi voter en fait, un élément qui est déjà mis en place? Pourquoi voter maintenant alors qu'apparemment c'est déjà mis en place, donc il y a vraiment déjà l'aménagement? En fait, c'est le financement qu'on vote, c'est pas l'installation. Parce que l'installation, elle a été, ça fait partie de l'embellissement de toutes les entrées de la commune. Donc, sur chaque entrée de la commune, il y a des pots qui ont été épuisés et qui sont en train d'être plantés. Et voilà, donc on n'allait pas ne pas le faire sur l'entrée côté indiennerie, mais simplement la convention qui va nous lier avec Saint-Cyr pour le versement de cette partie uniquement. C'est pas l'accord pour l'embellissement de la commune que l'on vote ce soir, mais simplement pour la participation de Saint-Cyr. J'ai une suggestion, je passe à l'embarque, puisque manifestement les travaux sont déjà réalisés. L'arbre qui a été planté, si j'ai bien compris, c'est un olivier. Est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'il a été transplanté, cet olivier? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas. On a voté, on a eu une proposition de vote d'une charte environnementale au précédent conseil, et la probabilité est quand même forte que cet olivier vienne d'un pays un peu lointain. Et du coup, il y a une bonne question à se poser. Alors maintenant, les travaux sont faits, mais à l'avenir, peut-être se poser la question de planter des essences locales, de se poser la question du transport au-delà de la transplantation des arbres qui en général sont des arbres assez vieux et qui servent à l'embellissement et qui du coup ne résistent pas tous, mais se poser la question à l'avenir de prendre peut-être des essences locales. Alors, nous allons poser la question aux espaces verts, savoir d'où vient cet arbre, qui pousse très bien en France, d'ailleurs, l'olivier, beaucoup dans le terrain. Et c'est un arbre qui a été choisi parce qu'il n'est pas friand en eau, il demande peu d'arrosage, et même en pot, ils arrivent à résister et au froid et à la sécheresse. Mais concernant sa provenance, on va se renseigner et on vous dira d'où vient cet arbre. Donc je vous propose de mettre cette convention financement pour Saint-Cyr au vote, un partage de frais. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Et je vais passer la parole à Catherine Laforêt pour le point suivant, qui concerne la tarification des spectacles et des événements sur la commune. Bonsoir à tous. Donc, cette délibération porte effectivement sur la revalorisation des tarifs pratiqués pour notre saison culturelle. Avec la commission culture, comme vous le savez, on réfléchit, on travaille à la construction d'une saison culturelle variée, mêlant théâtre, danse, musique, humour. Et cette année, donc, quand on a réfléchi à la saison prochaine, 2022-2023, on a aussi réfléchi effectivement au tarif. Le tarif de 15 € avec une réduction, donc, un tarif réduit à 10 € pour les personnes qui sont en possession de la carte culture, les étudiants ou les personnes handicapées, date depuis date de 2012. Donc ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas réévalué les tarifs. Donc c'est vrai qu'on constate en fait que les programmations culturelles, les tarifs sont assez variables d'une compagnie à l'autre. Et cette année, on a décidé en plus d'avoir un spectacle un peu tête d'affiche, donc on paye un petit peu plus cher que les autres. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée en fait de mettre en relation les tarifs des spectacles par rapport au coût du spectacle. Même si on n'est jamais à l'équilibre, hein, ça vous en doutez, parce qu'en fait, l'idée ce n'est pas d'avoir une rentabilité, mais d'augmenter un peu nos tarifs. Donc on vous propose trois grilles tarifaires. Les spectacles à 15 €, ceux qui coûtent un peu moins cher. Il faut savoir qu'on a donc
des frais de cachet d'artiste et puis bien sûr des frais de production. Après, donc un tarif à 20 €. Et le dernier à 25 € pour le spectacle qu'on va appeler tête d'affiche. Par ailleurs, on vous propose aussi de mettre un abonnement, donc ça c'est nouveau. L'objectif c'est d'arriver un peu à fidéliser notre public. Donc on se dit qu'en proposant un abonnement de 4 spectacles à un tarif de 60 €, donc en fait si vous faites le ratio, ça revient à 15 € par spectacle, ce qui est pratiqué jusqu'à présent. Donc en fait c'est une majoration de nos tarifs, mais quand même qui reste raisonnable, c'est ce qu'on voulait. Par ailleurs, ce sont quand même des tarifs qui sont pratiqués aussi dans les communes avoisinantes. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on vous propose donc les tarifs que vous avez dans votre délibération. Oui, autre petit point aussi, on va mettre la possibilité de payer en ligne par carte bleue à partir de septembre. Donc ça sera une nouveauté en septembre pour la saison 2022-2023. Voilà, c'est vrai que... Ça manquait. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'était un petit peu demandé, donc on espère que tout cela, l'abonnement, le paiement en ligne, va augmenter cette fréquentation qui, quelquefois, est un peu décevante, je l'avoue. D'ailleurs, demain soir, on a un spectacle qui va être, je pense, très, très sympa, qui s'appelle K, donc c'est en rapport avec la famille Kennedy, donc c'est pas du tout l'histoire de John Kennedy, hein, bien, mais plutôt sur celle de son frère Bobby. Et voilà, ça va être reproduit dans l'Amérique des années 60, donc je vous invite vraiment à venir. C'est un spectacle qui mêle théâtre, musique, danse, et qu'on devait voir, il me semble, en 2019 ou 2020, mais qui était plusieurs fois remporté. Donc, demain soir, on vous attend tous au CLB à 20h30. Voilà, un prix de 15 € et 10 € pour ceux qui ont la carte culture, avant l'augmentation l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs culture? J'avais une question. On ne voit pas dans les tarifs proposés ni de tarif social ni de gratuité pour un public plus large. Est-ce qu'il y a une explication à ça? C'est un choix je dirais, économique ou c'est un choix pour une autre raison? Tarif social ou gratuité pour plus de public qu'on trouve dans beaucoup de salles. La gratuité, oui, j'ai oublié de le rappeler, la gratuité sera la même que celle qu'on pratique actuellement, c'est-à-dire pour moins de 14 ans. Les spectacles sont gratuits. Après, tarif social, là on avait effectivement un tarif réduit, 10 € pour les étudiants, les personnes handicapées, personnes sans emploi aussi étudiants. Donc, je pense qu'effectivement, il manque cet aspect-là, auquel on n'a pas encore réfléchi, mais effectivement, il y aura un tarif réduit proposé. D'autres remarques? Très bien. Et je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Donc nous arrivons au point 23. Concerne les questions orales pour cette séance du conseil municipal. J'avais une question donc, sur les servitudes de la maison de Trévoux, où vous recevrez le détail de ces servitudes. Et il y avait une autre question qui concernait où en est-nous du recrutement pour les services techniques. Donc, le poste de responsable des services techniques était assuré jusqu'il y a une semaine par M. Frédéric Legrand, qui nous a quittés, et est pourvu. Il nous a quittés, on peut le dire comme ça, c'est vrai. Il a muté. Oui, mais on était triste qu'il soit parti, donc voilà. Et donc on a trouvé son remplaçant qui va arriver. On a une chance extraordinaire, c'est que ce monsieur n'avait pas dans sa collectivité un préavis trop important à réaliser. Donc il nous rejoint le 1er juin, et le 1er juin, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Cyril Biteau,
deviendra donc notre nouveau responsable des services techniques. Et puis, concernant les postes des bâtiments, notamment pour remplacer Hugo et Laurent, qui sont partis, nous sommes toujours en cours de recrutement. On a énormément de mal à trouver des gens qui veulent faire un petit peu de maintenance, un petit peu d'entretien et de la manutention. Voilà, donc nous sommes à la recherche de 2 personnes et nous recherchons aussi un poste de saisonnier aux espaces verts. Donc si dans votre entourage, vous avez des gens qui sont à la recherche de ce type d'emploi, il faut absolument leur dire de prendre contact avec nous. Parce que là, notamment concernant les bâtiments, on arrive sur fin mai et juin, qui sont des périodes chargées en événements. Et là, aujourd'hui, c'est compliqué pour mettre les salles en ordre. Souvent, il y a un événement le vendredi, un événement le samedi qui n'est pas le même, qui ne demande pas la même configuration. Et ça va devenir sérieusement handicapant de n'avoir que Justin au service des bâtiments. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'ai une question par rapport aux signatures du parapheur. Quand on est absent, on ne signe pas, bien sûr. C'est qu'on a un pouvoir. Est-ce qu'on signe pour le pouvoir? Comment ça se passe? Donc, je signe du coup 2 fois pour cette fois-ci. Voilà, écoutez, moi je n'avais pas d'autres informations à donner, simplement rappeler que effectivement les élections législatives nous mobilisent de nouveau 2 week-ends à une semaine d'intervalle, donc les 12 et 19 juin. Les personnes qui n'ont pas encore répondu peuvent toujours le faire et s'adresser à Vincent à la fin du conseil pour prendre un créneau horaire. Et puis vous rappeler que notre conseil municipal juste avant l'été aura lieu le mardi 28 juin et que ce sera donc celui juste avant les vacances et qu'à l'issue de ce conseil, si vous êtes d'accord, nous ferons un petit pot pour finir avant l'été. Voilà. Ah, et on va laisser Marielle parler de la canicule, c'est ça ? Oui, je voulais simplement vous informer que le plan de canicule est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires de la canicule va être mis en place du 1er juin au 15 septembre. Donc il est destiné pour les personnes de plus de 65 ans ou plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les personnes handicapées, des personnes vulnérables qui le souhaitent. Actuellement, on a environ 60-70 personnes qui sont concernées par qui se sont inscrits à ce plan canicule. Je voulais simplement vous avertir que Marie-Géraldine Barra, donc directrice de l'action sociale, va vous solliciter par mail très prochainement pour que vous puissiez vous inscrire. On a besoin de personnes bénévoles le samedi et le dimanche matin. Alors 1 heure en général, bien plus, une journée nombreux, plus ça sera court. Pour appeler ces 70 personnes, s'assurer que tout aille bien. Et voilà, donc si je peux compter sur vous, ça sera, voilà, ça fera un grand plaisir. Voilà, merci. Est-ce que j'ai quelque chose, Philippe? Je voulais simplement vous rappeler ou vous dire, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, que la prochaine journée Tous à l'école sans voiture se tiendra le 17 juin prochain. Donc tous les volontaires sont les bienvenus pour assurer la sécurité des enfants. C'est un vendredi, hein, c'est ça? Il faut compléter dans la foulée, pour vous informer nous allons organiser la première fête du développement durable qui s'appellera la fête des idées durables, le 25 juin. On aura, j'espère, 17 ou 18 stands sur la place Travel juste en dessous. Ce sera aussi l'occasion de distribuer tous les composteurs individuels qui ont été commandés auprès de la métropole. Il y aura une visite le matin par Roche Nature du sentier du Roche Cardon et l'après-midi, donc 17 stands.
organisée par la Commission de développement durable, pilotée par Sophie Lavetta, et j'espère que vous serez nombreux à cette manifestation qui sera la première sur la commune. Merci. Et parmi ces 17 stands, il y aura le stand du conseil municipal d'Antin qui fabriquera en direct un hôtel à insectes. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 21h51. Je vous remercie pour ce conseil et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.